Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis le chapitre 3 de Robinson Crusoé. Chapitre 3. Détails sur mon installation. Une de mes premières besognes, avant même de commencer ma maison, avait été d'établir un calendrier. Je me disais que les jours, les mois, les années, en se suivant avec cette uniformité qu'apporte la complète solitude, me feraient bientôt oublier la mesure du temps. Je plantai donc un poteau bien équarri, non loin de l'endroit choisi pour ma demeure, et, chaque jour, j'entaillais avec mon couteau une des faces du bois. Tous les premiers de chaque mois, je faisais une encoche plus large, et ainsi j'entretins mon calendrier à jour pendant tout le temps que dura ma vie sur l'île. J'avais gravé sur le poteau cette inscription. J'abordais ici le 30 septembre 1659. Et jamais, malgré l'accoutumance de tant d'années, je n'ai pu regarder ces mots sans soupirer profondément. J'ai oublié de dire que ma maison, entre autres meubles construits par moi, renfermait une bibliothèque dont j'étais très satisfait. Sur les rayons de cette bibliothèque, j'avais rangé plusieurs objets trouvés lors de mes derniers voyages au navire que je n'ai pas encore mentionnés. C'était, premièrement, de l'encre, des plumes, du papier, qui me permirent de fixer par écrit mes souvenirs et de tenir un journal de ma vie, ce qui me fit un grand agrément et une grande occupation. Deuxièmement, une Bible, plusieurs livres anglais et quelques autres portugais, qui m'aidèrent à passer bien des mauvais jours de pluie. Troisièmement, 3 ou 4 compas, une boussole, des cadrans, des lunettes d'approche, des cartes et des livres de navigation. Ces derniers objets, à vrai dire, ne me paraissaient pas, sauf les lunettes d'approche, d'une utilité primordiale dans mon île, mais je me disais que, si jamais je reprenais la mer, je serais bien aise de n'avoir pas oublié ce que je savais de navigation. Et je me courbais sur les cartes et les livres par les mornes jours de pluie, exactement comme si, au lieu d'être emprisonné sur un îlot, j'avais été un capitaine de vaisseau sillonnant en conquérant la vaste mer. Lorsque mes travaux les plus pressants furent terminés, c'est-à-dire ma palissade et le plus important de ma maison, je m'astreignis à sortir chaque jour afin d'entretenir ma santé. Mon travail de bûcheron m'avait beaucoup fatigué, et je tins à le restreindre avant d'être obligé de cesser tout à fait. J'avais une santé robuste, et mes 25 ans me faisaient apte à supporter sans en souffrir bien des jours de fatigue, mais ma solitude, qui me mettait à la merci d'une maladie ou d'un accident, me rendait plus prudent que je ne l'aurais été en tout autre lieu de la terre. « Tu comprends, Paf, expliquai-je volontiers à mon chien. Je suis bûcheron, marin, chasseur, planteur, pêcheur, cuisinier. Mais je ne suis pas médecin, et je serais bien embarrassé s'il arrivait malheur au bûcheron, au chasseur ou au cuisinier. Il faut donc que je veille à la santé publique avec beaucoup de soin. Je pense que tu m'approuves. » Et Paf aboyait avec conviction. Je commençai donc à régler mon temps de travail et de sortie, mon temps de repos et de récréation, et je fus fidèle à cette discipline. Le matin, s'il ne pleuvait pas, je prenais mon fusil, j'appelais Paf et je sortais chasser par 2 ou 3 heures. Je travaillais ensuite jusqu'à 11 heures environ, puis je préparais ma cuisine et je mangeais. Je m'ingéniais, dès que je le pus, à apporter de la diversité dans mes aliments, afin de prévenir cette prompte lassitude qui s'empare de l'homme qui mange seul. Heureusement, j'avais à satisfaire en même temps que mon appétit ceux de mes fidèles compagnons, et cela m'obligeait à ne pas me contenter d'un insuffisant morceau de biscuit avalé à la diable. J'avais de véritables repas servis sur ma table, œuvre de mes mains, et lorsque ma chasse ou ma pêche avait été fructueuse, cela tournait au festin. De midi à 2 heures, je faisais la sieste, à cause de la chaleur accablante. Paf s'étendait non loin de moi, et, confiant dans l'instinct toujours en éveil de mon chien, je dormais en sécurité. Le reste de la journée était employé au travail. Travail d'aménagement, à l'intérieur ou au dehors, suivant le temps et la saison. Dîner, puis courte promenade sur le rivage et coucher. Tous les dimanches, j'employais à des lectures ou à des travaux moins pénibles les heures de la journée, afin d'avoir un jour de diversion. En général, je faisais du dimanche mon jour de lavage et de raccommodage. Or, comme tout le savon que je possédais se bornait à du sable, et comme je n'avais ni aiguille ni fil, les taches et les accrocs étaient à peu près irréparables. À force de patience, cependant,
je m'étais fait des haleines de bois qui me permirent d'appeler réellement le dimanche mon jour de couture, et je pus réparer ainsi mes vêtements et mon linge avec, sinon de l'habileté, du moins de la bonne volonté. Cependant, les pluies avaient commencé, et elles furent si abondantes que mon toit devint un abri insuffisant. Je dus établir à sa place des planches que j'inclinai pour faire une pente au toit, et je les fis se chevaucher un peu, afin qu'il n'y ait aucune interstice. Ce travail me donna beaucoup de peine, mais je le menai à bien, et je n'eus dès lors à redouter aucune pluie. En administrant mon ménage, je m'aperçus qu'il me manquait beaucoup de choses. En premier lieu, j'étais dans une grande pénurie de lumière. Dès qu'il faisait nuit, j'étais forcé de me mettre au lit. Mais comment me procurer de la cire? J'ai dit que l'île ne manquait pas de gibier à plumes, et je m'avisai, à une de mes premières sorties, que le gibier à poil se composait, en dehors de lapins, de lièvres et de chats sauvages, de grandes et fortes chèvres à fourrure épaisse. J'en abattis plusieurs afin de varier mon ordinaire. La viande en était assez dure et grasse, et cette dernière qualité me vint à la pensée quand je réfléchis à mon manque de lumière. Certes, me dis-je, cette graisse ne me donnera pas des bougies de première qualité, mais du moins tirerai-je des chandelles de suif qui me permettront de ne pas être dans l'obscurité absolue à partir de 7 heures du soir. Après tout, les pauvres paysans de mon pays n'ont pas d'autres luminaires que de grossières chandelles. Ma solitude connaîtra la même privation que leur pauvreté. Je m'employai dès le lendemain à tuer une chèvre et à en retirer la graisse, ce qui améliora d'autant la qualité de la viande. Quand j'eus une certaine quantité de graisse, j'en emplis un pot étroit qui avait contenu de la viande séchée et dans lequel je plaçai une mèche d'étoupe. Quand je jugeai la graisse suffisamment prise autour de cette mèche, je la démoulai et j'obtins ainsi une chandelle un peu large, mais dont j'appréciai cependant l'éclairage. Par la suite, je perfectionnai de plus en plus mon procédé, et je parvins à me donner une lumière qui me permettait de ne plus me coucher avec le jour. Je voulus aussi fabriquer de la poterie. La terre de l'île était assez compacte et argileuse par endroits, et je résolus d'en tirer parti. Je façonnai plusieurs plats, pots, cuvettes, m'ingéniant à leur donner des dimensions et des formes commodes. Puis je les exposai au soleil, les tournant et les retournant, jusqu'à ce que la terre fût bien sèche. Naturellement, j'eus de grands mécomptes dans le début de cette fabrication, surtout à cause de cette cuisson incomplète. Mais j'arrivai à obtenir des ustensiles dignes de ce nom, et ma première œuvre dans ce genre servit longtemps d'écuelle à paf, qui s'en montra très satisfait, à ce que j'ai cru comprendre. Après tout, était-il satisfait de son écuelle ou de son contenu? Je ne sais trop, mais comme personne ne vint me forcer à rabattre de mon orgueil de potier, j'aime mieux penser que l'écuelle bien tournée et bien lisse y était pour quelque chose. Au milieu de tous mes travaux, il m'arriva de trouver, en visitant mes bagages, un petit sac qui avait contenu du grain d'orge et de froment pour la nourriture de la volaille, à bord du vaisseau. Les rats semblaient avoir dévoré ce qui restait de grain, et le sac me parut ne plus contenir que de la poussière. Comme je voulais me servir de l'enveloppe pour renfermer de la poudre et mettre celle-ci à l'abri des orages dans un trou de rocher, j'allais secouer le sac devant l'entrée de ma maison. Or, c'était un peu avant les grandes pluies dont je vins de parler, et comme j'avais tout à fait oublié ce détail du sac secoué à ma porte, je fus très étonné d'apercevoir, au bout d'un mois environ, quelques tiges vertes qui sortaient de terre. J'imaginai d'abord que c'étaient des plantes que je ne connaissais pas, mais quelle furent ma surprise et mon étonnement lorsque, peu de temps après, je reconnus qu'il s'agissait là d'une orge d'aussi bonne qualité que celle d'Angleterre. Je recueillis soigneusement les épis à leur maturité, et je me hâtai de les ressemer dans l'espérance que quelques récoltes m'en donneraient assez pour m'en faire du pain. Mais mon premier semis fut déplorable, car je le fis juste avant la période sèche, et je retirai seulement de quoi sauver ma semence. L'expérience me servit. Mes semis suivants furent faits en temps convenable. Je les entourai de tous mes soins, les gardant surtout contre la voracité des oiseaux. Enfin, j'eus l'immense satisfaction, au bout de 4 récoltes, d'avoir de l'orge en quantité suffisante pour en manger de temps en temps. Je m'étais construit un four en poterie, four très rudimentaire, mais qui me permettait de cuire mon pain et certains mets. J'arrivai même à confectionner avec ma pâte d'orge d'excellentes galettes. Mais je ne parvins à devenir pâtissier qu'après plusieurs années d'apprentissage comme cuisinier. Un jour, j'eus une peur affreuse.
Je me dirigeais vers mon magasin afin d'y prendre quelque objet quand je sentis le sol se mouvoir sous mes pieds. En même temps, la mer se soulevait en une vague monstrueuse qui vint envahir la pelouse devant mes fortifications. Le toit de ma maison s'écroula avec fracas, et plusieurs quartiers de roches dégringolèrent de la colline jusqu'à mes pieds. Paf, comme pour porter le comble à mon effroi, se mit à hurler longuement, pitoyablement, et Foun se précipita sur mon épaule en proie à la plus extravagante terreur. Les jambes tremblantes, je m'étais laissé tomber sur un banc de bois que j'avais placé au seuil de ma maison pour me reposer en prenant le frais chaque soir. Je me demandais à tout instant si la colline entière n'allait pas s'écrouler sur moi, si la mer n'allait pas emporter, comme des fétus de paille, cette palissade qui m'avait coûté tant de fatigue et de soucis. Le sol tremblait toujours sous mes pieds, Foun, le poil dressé, crachait contre un ennemi invisible, et dans ma maison, bouleversée, sous mon toit abattu, mon pauvre Paf gémissait sans arrêt. Le tremblement de terre cessa enfin. La mer, quoique toujours violemment agitée, était revenue aux rochers et au sable. Les pierres ne roulaient plus de la colline. Je me levai et commençai à écarter les débris de mon toit afin de porter secours à Paf. Heureusement, celui-ci n'avait que des blessures superficielles et, à part quelques poteries brisées, le dégât de ma demeure se réduisait au toit. Sur l'heure, je m'attelai à refaire la charpente, mais il se passa de longs jours avant de pouvoir remettre le tout en état. Enfin, je m'estimais heureux d'être sorti indemne de cette aventure qui aurait pu être si tragique pour moi. Et pendant longtemps, je fus sur mes gardes, car je m'imaginais à tout instant sentir remuer la terre sous mes pieds. J'avais même envisagé la possibilité de me loger ailleurs qu'au pied de cette colline rocheuse, dont des éboulements pouvaient venir m'écraser pendant mon sommeil. Mais je m'étais donné tant de peine pour construire cette maison et cette palissade, je m'y sentais si en sûreté face au danger des bêtes fauves, que je n'eus pas le courage de les quitter. Faisons confiance à l'avenir, pensai-je. La Providence m'a gardé jusqu'ici. Elle retiendra à leur place les pierres de la colline, si c'est son dessein que je vive. Et la sérénité rentra dans mon cœur. Un matin, en revenant d'une chasse qui avait été infructueuse, j'aperçus sur le rivage une grande tortue de mer. Je n'en avais pas encore vu dans mon île, et je me dépêchai de m'en emparer avant qu'elle ne reprît le flot. Je la retournai sur le sable avec beaucoup de peine, car elle était très grosse, et, courant chez moi, j'y pris de quoi dépecer ma tortue. Je trouvai dedans 60 œufs, et la chair de la bête, coupée par quartiers, me donna une importante réserve de viande. Toute ma journée fut employée à faire cuire la tortue, dont la carapace, bien nettoyée et frottée, devint une vasque que je plaçai devant ma maison et qui me servait de réservoir d'eau. Au moment de me coucher, je me sentis saisi de frissons. Je m'imaginai d'abord que ce repas nouveau était cause de mon état fébrile, mais la façon dont Paf et Foun se régalaient des débris de la tortue me convainquit bientôt que l'innocent chélonien n'était pour rien dans mon malaise. Plusieurs jours se passèrent avec des alternatives de mieux et de pire. Un jour sur deux, j'étais pris d'une violente fièvre, dont les accès de plus en plus prolongés me laissaient brisé et sans force. J'étais désespéré, car je voyais bien que mon affaiblissement augmentait et qu'un jour viendrait où je ne pourrais plus me lever. Paf allait et venait dans la cabane, me regardant tristement. Il semblait me dire sa peine de ne pas pouvoir me soigner. Enfin, il me vint à la pensée que les Brésiliens dans toutes leurs maladies ont une panacée, le tabac. J'en avais emporté avec moi de ma plantation et j'avais eu soin de le sauver du naufrage. J'en fis infuser dans un peu de rhum que je bus avant de me coucher. J'en fis aussi brûler sur un brasier, et je me tins le nez au-dessus si longtemps que j'en suffoquai. Enfin, je mis un morceau de feuille de tabac dans ma bouche pour m'endormir. Le lendemain, je me trouvai presque dispos. Je ne m'éveillai qu'à 3 heures de l'après-midi, et je me sentis faim. Le soir et pendant plusieurs jours, je recommençai ma médication au tabac, et j'eus la joie de me guérir par ce traitement héroïque de la fièvre intermittente. Quand je me trouvai rétabli, je décidai de faire une grande excursion dans mon île afin de la visiter. Ma maison était terminée. Je n'avais donc plus de motif pour différer cette reconnaissance. Je pris mon fusil, 2 pistolets et une hache. Je fis un petit paquet de biscuits qui devait me servir de provision de route. Je fermai avec soin ma porte et dissimulai mon échelle de sortie dans le taillis qui environnait ma palissade. Puis, sifflant Paf, je m'éloignai. Je remontai d'abord le ruisseau
près duquel j'étais venu atterrir avec mes radeaux. Il y avait là des prairies douces, unies, où poussait une grande quantité de tabac vert aux fortes tiges. Il y avait aussi beaucoup d'autres plantes parmi lesquelles je reconnus des agaves ou aloès et des cannes à sucre sauvages. J'aurais voulu trouver du manioc dont la racine, appelée cassave, fait aux Indiens un pain excellent. Mais mon attente fut déçue, et je regrettais d'être si ignorant de la nature de tant de plantes et de leurs propriétés. Un peu plus de connaissance des sciences naturelles m'aurait rendu d'immenses services dans ma solitude. Cependant, j'avais marché d'un bon pas à travers ces prairies, admirant le velouté de l'herbe et la richesse de la végétation. Elle était plus luxuriante encore qu'au Brésil, ce qui ne me surprit pas, mon île étant plus rapprochée de l'équateur. Bientôt, j'arrivai à une région plus boisée que celle que j'avais entrevue en descendant de la montagne. Je trouvai différents fruits, particulièrement des melons, en abondance, et des raisins bien fournis et bien mûrs. Je poussai un cri de joie, et comme je me sentais lasse de la marche, je résolus de faire halte auprès du souper qui s'offrait. Je me régalai de fruits, avec modération toutefois, et je résolus d'en emporter chez moi afin de les faire sécher et de les conserver pour la saison des pluies. Je passai le reste de la journée à faire une abondante cueillette des raisins et des melons les plus mûrs. Je les installai sur des branchages afin de les garder de l'humidité de la nuit autant que de la chaleur torride du jour. Et m'étendant sous un arbre, à la garde de Paf, je m'endormis d'un bon sommeil. Le lendemain, après avoir déjeuné d'une moitié de biscuits, je me remis en route pour continuer mon excursion. Je longeai toujours une vallée qui fermait au nord et au sud une suite de crêtes rocheuses. La marche était facile et l'ombre des beaux arbres tempérait l'ardeur du soleil. Au bout de 4 milles environ, je m'arrêtai dans une prairie légèrement en pente et que traversait une petite source d'eau fraîche. Le gazon était émaillé de fleurs. Des arbres environnants venaient 1000 chants d'oiseaux. La température à la fois aérée et douce était si délicieuse que j'eus la sensation de me trouver dans l'Éden accordé à nos premiers pères. Et tout cela, me dis-je, est mon bien. Je suis roi et seigneur absolu de cette terre. Elle m'appartient aussi incontestablement que son manoir à un lord d'Angleterre. Depuis tant de mois que je suis ici, aucune présence, même pas celle d'une bête fauve, n'est venue me disputer cette souveraineté. Allons, la Providence a été généreuse envers le pauvre naufragé. Tout en philosophant, j'allai à la découverte sous les arbres. C'étaient pour la plupart des arbres fruitiers de toute espèce dont la vue me réjouit fort. Je pensai alors que j'avais installé mon habitation dans la partie la plus ingrate de l'île, et je résolus de construire dans cette prairie si délicieuse une maison d'été. Continuons, pensai-je, à demeurer dans la maison de la grotte. J'en ai expérimenté les avantages. De plus, me trouver continuellement près de la mer, c'était être sur la route du secours possible. Un navire peut relâcher dans l'île un jour ou l'autre. Si j'étais enfermé dans la vallée, je perdrais l'occasion de profiter de cette bonne fortune. Seulement, je vais construire dans ce site enchanteur une tonnelle habitable où je passerai la bonne saison. Je me mis aussitôt à l'ouvrage, j'abattis plusieurs arbres d'où je tirai des planches et des pieux, et je construisis une maison légère entourée d'une palissade bien fourrée de broussailles. J'apportai là un hamac, 2 bancs, une table et quelques ustensiles de cuisine. Une échelle aménagée, comme celle de ma maison de la grotte, me permettait d'entrer et de sortir de chez moi. J'avais suspendu à des arbres tout le raisin que j'avais pu cueillir. Je voulais le faire sécher sur place pour pouvoir le transporter plus facilement à mon magasin de la grotte. Pendant tout le temps que dura mon travail d'aménagement de la tonnelle, c'est le nom que je donnai à ma nouvelle habitation, le raisin arriva à une dessiccation parfaite. Je le transportai dans des sacs que j'avais faits avec des morceaux de voile et je fis plusieurs voyages pour rentrer cette grande quantité de raisin. J'avais également porté dans ma grotte des cédrats et des melons, et je me trouvai ainsi à la tête de provisions importantes de fruits qui me rendraient grand service quand la mauvaise saison me calfeutrerait chez moi. Et cette mauvaise saison, en prévision de laquelle j'entassai tant de provisions, arriva avec une soudaineté qui me fit m'applaudir d'y avoir songé si longtemps. Pendant 1 mois et demi, je ne pus presque pas sortir de la maison, tant l'averse cinglait continuellement, transformant le sol en marécage. J'entrepris alors, pour m'occuper à l'intérieur, des travaux d'amélioration. Notamment, j'installai, venant de la vasque que formaient l'écuelle de la tortue, un conduit de bois qui débouchait de la cuisine. Un système de fermeture me permettait d'avoir chez moi de l'eau à volonté, du moins pendant les pluies, et sans que j'eusse besoin d'aller en puiser dehors.
Je profitais également de ce temps de claustration pour compléter mon mobilier et sculpter sur bois différents objets, cannes, pipes, etc. En plus, comme je conservais les fourrures des bêtes que je tuais, j'entrepris de me faire un bonnet et un manteau avec de la peau de chèvre. J'y réussis si bien que je parvins même plus tard à me faire des bottes. Paf et Food me tinrent fidèlement compagnie pendant ce temps de pluie continuelle, et ainsi occupé, je supportais mon emprisonnement sans trop d'ennui. Dès que je pus sortir, j'allais marquer au poteau de mon calendrier le nombre de jours qui venaient de s'écouler, et en faisant l'addition de toutes les coches dont j'avais entaillé le bois, je m'aperçus que j'étais arrivé à l'anniversaire de mon naufrage. Il y avait exactement 365 jours que je vivais dans cette île déserte, sans autre compagnie que mon chien et ma chatte, sans autre secours que mon ingéniosité. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous trouverez la suite, le chapitre 4, demain à 18 heures. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça et liker si ça vous a plu. Et suivez-moi sur les réseaux Insta et Facebook pour vous tenir informé. Les liens sont dans la description. Bye bye.